Je pense souvent aux questions. Je pense souvent aux questions que nous ne savons pas encore poser parce que les découvertes. Je pense souvent aux questions que nous ne savons pas encore poser parce que les découvertes restent à venir. Mais quand elles arriveront, elles nous placeront dans une nouvelle perspective, un nouvel endroit d'où observer, nous permettant de voir des questions jusque-là inimaginables et insoupçonnées avant d'y parvenir. Alors, lorsque je reste à nouveau éveillé la nuit, je me demande quelle sorte de questions se trouvent au-delà de notre portée. Parce que les questions que nous savons même formuler, elles sont là. Celles-là ne m'intéressent même plus, parce que nous savions comment poser la question. Je veux connaître la question qui est hors de portée de tout le monde. Et par définition, je ne peux pas, parce que nous n'y sommes pas encore arrivés, mais cela ne veut pas dire je ne devrais pas rêver de cette frontière. En tant que scientifique, tu dois apprendre à aimer les questions elles-mêmes, parce que tu n'as pas toujours des réponses à tous les mystères auxquels tu fais face. Ce que tu apprends lorsque tu étudies la science en général, mais surtout l'astrophysique. Tu n'invoques plus tes sens pour juger ce qui a du sens, ou tu n'invoques plus tes philosophies personnelles pour juger ce qui devrait être vrai. L'univers est ce qu'il est et il ne se soucie vraiment pas de tes sens. Nous avons appris que l'univers est ce que nous mesurons, non ce que nous voulons. Pas ce qui fait du bien, pas ce qui doit seulement avoir du sens pour nos cinq sens biologiques. Forgés dans les plaines d'Afrique, vous savez, il y a 1 million d'années, un demi-million d'années. Peu importe. Ce que les biologistes nous disent aujourd'hui, c'est que ces sens, conçus pour nous empêcher de nous faire manger par un lion, sont très différents de ce dont vous avez besoin pour comprendre l'univers. Et c'est pour cela que les mathématiques sont si puissantes, parce qu'elles nous sortent de nos sens et nous permettent de quand même de sonder la réalité de ce qu'est l'univers. Je me demande si, en fait, l'intellect humain est réellement suffisant pour décoder entièrement le fonctionnement de cet univers dans lequel nous vivons. Ah, et ce n'est pas spécifiquement une question d'astrophysique, c'est bien plus que ça. Nous sommes une espèce intelligente parce que nous nous sommes définis ainsi. Nous n'avons pas l'avantage de pouvoir nous comparer à une autre espèce, face à laquelle nous pourrions échouer lamentablement. Et donc, quand nous nous comparons aux chimpanzés, nous nous redressons fièrement et disons « Eh bien, nous avons la poésie, le télescope Hubble et la philosophie », alors que le chimpanzé ne fait qu'empiler des boîtes pour attraper une banane. Pourtant, il n'y a qu'une seule différence dans notre acide désoxyribonucléique. Mais ensuite, vous direz quelle différence cela fait, ce 1. Et je dirai peut-être que cette différence d'un seul acide désoxyribonucléique correspond à une différence tout aussi minime dans l'intelligence entre un chimpanzé et les humains. Et vous dites, je ne peux pas croire ça. Non, non, non. Eh bien, imaginez une autre espèce qui nous rend visite, qui serait à 1, 2 plus sur cette même échelle, plus intelligente que nous. Considérez que le chimpanzé le plus intelligent fait ce que nos tout-petits peuvent faire, et il n'y a aucun moyen d'expliquer quoi que ce soit à un chimpanzé. Je préparerai le dîner pour 18h30. Peux-tu acheter du jus en rentrant ? Les pensées humaines les plus simples sont inconcevables pour un chimpanzé, et leurs capacités correspondent à peu près à ce que nos tout-petits peuvent faire. Revenons donc à cet extraterrestre plus intelligent que nous avons découvert. En suivant cette analogie, nous nous demandons maintenant à quoi ressemblerions-nous pour eux. Eh bien, ils feraient avancer Stephen Hawking après avoir passé l'espèce humaine au peigne fin. Et ils diraient, celui-ci est un peu plus intelligent que les autres parce qu'il peut faire des calculs d'astrophysique dans sa tête. Comme le petit Timmy ici, qui revient à peine de la maternelle. Oh Timmy, tu as déjà écrit 3 sonnets. N'est-ce pas adorable ? On va l'accrocher sur la porte du réfrigérateur. Oh, tu viens de découvrir la loi fondamentale du calcul, n'est-ce pas mignon ? Accroche-le sur le réfrigérateur. Leurs pensées les plus simples dépassera pour nos pensées les plus profondes, et peut-être qu'ils
Pour eux, il est évident de savoir ce qu'est la matière noire, et l'énergie noire peut-être aussi pour eux. Les particules qui apparaissent et disparaissent de l'existence sont un exercice trivial dans leur compréhension du continuum espace-temps multidimensionnel. Et nous sommes ici, tâtonnant le long d'un mur, sans savoir quelle est sa hauteur, sa largeur ou sa profondeur. Parce que nous avons les limites de la physiologie humaine. Nous avons parcouru les plaines d'Afrique pour tenter de comprendre l'univers. Alors je perds le sommeil à cause de cette question chaque nuit. À ton avis, quelles sont les chances qu'il y ait de la vie ailleurs dans l'univers? Elles doivent être élevées, et je vais te dire pourquoi. Les gens disent, eh bien, avez-vous déjà trouvé de la vie? Non, eh bien, tu sais, c'est comme aller à l'océan. Déjà dit, remplir une tasse d'eau et affirmer qu'il n'y a pas de baleine dans l'océan. Tu sais, voici mes données. Tu sais, il te faut un échantillon un peu plus grand. Et donc, si tu regardes, par exemple, ce qu'on appelle la bulle radio, c'est la sphère autour de la Terre, centrée sur la Terre, qui représente la distance maximale atteinte par nos signaux radio dans la galaxie, et elle est à environ 70 années-lumière. Nous transmettons des signaux radio qui s'échappent involontairement dans l'espace depuis environ 70 ans, soit une sphère de 70 années-lumière de rayon. Eh bien, quelle est la taille de la galaxie? Si on réduit cette sphère à la taille d'une bille, alors la galaxie, à cette échelle, serait de la taille de cette scène. C'est la distance parcourue par nos signaux radio, et ce ne sont même pas des émissions intentionnelles. Ceux que nous avons envoyés intentionnellement ont parcouru beaucoup moins de distance. Donc non, en réalité, nous n'avons pas encore atteint aussi loin dans la galaxie que nous l'aurions voulu. Nous affirmons qu'il n'existe aujourd'hui aucune personne intelligente. Mais voici quelques faits très simples. Je peux les passer en revue en 90 secondes. Regardez la formation de la Terre et le premier signe de vie fossile soustrayé quelques centaines de millions d'années. Au début de la Terre, quand la Terre était un véritable champ de tir, elle accumulait encore les matériaux de naissance du système solaire. C'est hostile à la chimie complexe, pendant tout ce temps. Ce n'est pas juste de démarrer le chronomètre, attendre des centaines de millions d'années, puis observer l'apparition des premiers signes de vie unicellulaire. Au maximum, 400 millions d'années au maximum. La Terre existe depuis 4 milliards et demi d'années. Donc la Terre, sans aucune aide de notre part, avec des ingrédients de base que l'on trouve partout dans l'univers, a réussi à créer la vie. Simple pourtant, c'était ainsi. Et la Terre, l'une des 8 planètes, tu sais, il faut s'y faire. L'une des... Désolé. La Terre, une étoile ordinaire à suggérer. Quels sont les ingrédients de la vie? L'atome principal dans votre corps est l'hydrogène suivi de l'oxygène. Ensemble, ils forment surtout de l'eau, présente en vous. Ensuite vient le carbone dans cet ordre, puis l'azote, puis d'autres éléments. Mon élément préféré, autre. Dans l'univers, l'hydrogène est l'élément principal. Ensuite, il y a l'hélium, chimiquement inerte. On ne pourrait rien en faire de toute façon. Ensuite, il y a le carbone. Je crois que j'ai oublié l'oxygène, ensuite il y a l'oxygène, puis l'azote. Un pour un. Nous ne sommes même pas faits de choses étranges. Les éléments les plus courants de l'univers se trouvent ici sur Terre, et nous en sommes faits. Et le carbone, l'un des éléments les plus chimiquement fertiles, l'élément le plus chimiquement fertile du tableau périodique, ce n'est pas une surprise que nous soyons à base de carbone. La vie n'est que l'expression extrême d'une chimie complexe. C'est donc cela la vie, c'est cela la biologie. Donc toutes ces personnes qui veulent imaginer, parce qu'elles se souviennent du cours de chimie, que le silicium se trouve juste en dessous du carbone dans le tableau périodique, donc il se lie de façon similaire au carbone, alors elles veulent imaginer une vie à base de silicium. Je dis d'accord, très bien, mais ce n'est pas nécessaire. Il y a 5 fois plus de carbone dans l'univers que de silicium. Il n'est même pas nécessaire d'aller jusque-là. On a déjà assez à imaginer, rien qu'avec l'atome de carbone au centre de ces énormes molécules biologiques. Cela s'est produit rapidement avec les ingrédients les plus courants de l'univers. Dire maintenant que la vie sur Terre est unique dans l'univers serait d'un égocentrisme inexcusable. Oui, je suis d'accord avec ça. Les pulsions tribales que nous avons tous à nous diviser et à exagérer ce qui est différent
plutôt qu'à absorber ce qui est similaire. C'est incroyable que tu sois né de l'autre côté de cette ligne dans le sable. C'est une raison suffisante pour que je te fasse du mal, voire même que je te tue. Tu couches avec des membres différents de ta propre espèce que moi. Tu es un ennemi. Tu adores ces dieux au lieu de ceux-là, ou ce dieu, ou aucun dieu. Et ce n'est pas mon Dieu. Je vais te tuer pour ça. Pense à toutes les raisons qu'on a inventées pour se faire violence les uns aux autres. Et tout ce que je dis, c'est que si tu t'élèves au-dessus de la Terre, bien sûr, va sur la Lune, va là où tu vois maintenant la Terre suspendue dans l'espace sans aucun indice. Cette aide viendra d'ailleurs pour nous sauver de nous-mêmes. C'est ça une perspective cosmique, et tu sais qui avait cette perspective? L'astronaute d'Apollo 14. Edgar Mitchell, parce que nous sommes allés sur la Lune pour l'explorer, et en regardant par-dessus notre épaule, nous avons découvert la Terre pour la première fois. Voici ce qu'Edgar Mitchell a dit. Il a dit « Vous développez une conscience globale instantanée, une orientation vers l'humanité, une insatisfaction intense face à l'état du monde et une envie irrésistible de faire quelque chose à ce sujet, là-bas depuis la Lune. La politique internationale paraît tellement mesquine. Vous avez envie d'attraper un politicien par la peau du cou, de le traîner à 400 000 km de là et de lui dire « Regarde ça, espèce d'abruti ». Mon garçon ressentait la perspective cosmique. Le fait est que, quand on prend du recul, on ne voit plus les frontières nationales, on ne les voit pas. Je parle des extraterrestres. Pour revenir à ton sujet préféré, si un extraterrestre arrivait sur Terre et voyait cette espèce, Homo sapiens, ils se sont répandus partout dans le monde, c'est génial, on adore. Regardons d'un peu plus près. Oh, attends une minute, ils se font du mal, ils se tuent et ils arrivent par ici. Et pourquoi ? Oh, parce que la couleur de leur peau reflète différemment la lumière du soleil que la couleur de leur peau. Ou alors ils sont en train d'adorer et ils apprennent tout ça sur nous. Puis ils se précipitent de chez eux pour rapporter qu'il n'y a aucun signe de vie intelligente sur Terre. Essaie de ne jamais oublier ça. L'histoire de cet exercice, de ce bel exercice, où nous découvrons quelle est notre place dans ce grand déroulement des événements et des phénomènes cosmiques. Que plus cela grandit, plus la zone de connaissance s'étend, plus cette zone grandit. N'oubliez pas, notre périmètre d'ignorance grandit aussi. Il se peut que, autant que nous pensons savoir, autant que nous savons, autant que plus nous apprenons de choses au final. Pour tout ce que nous savons, nous pourrions être plongés au centre d'une ignorance infinie, ce qui offrirait alors une sécurité d'emploi éternelle aux scientifiques, n'est-ce pas? Robert Kaulowitz.